Jean-Claude Cazetsu, bonjour. Bonjour. S'il n'y avait pas de concert anniversaire au Théâtre des Champs-Élysées dimanche soir, je m'abstiendrais d'évoquer votre anniversaire de 90 ans, mais vous êtes un peu là pour ça. Jean-Claude Cazetsu, c'est une part de l'histoire de la musique qui est dans ce studio, des auditoriums qui portent votre nom, l'aventure de l'Orchestre National de Lille, la direction des orchestres les plus prestigieux du monde, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que la musique vous a tout apporté ou vous refuse-t-elle encore quelque chose ? Ah non, mais la musique, c'est une conquête permanente. Il faut être digne de la servir, et nous sommes avant tout, ce que j'ai compris très jeune, je crois, des serviteurs, et on doit transmettre à nos musiciens l'idée qu'une conception passe avant tout par la fidélité au texte et à ce que nous raconte le compositeur. Vous m'avez dit, Jean-Claude Cazetsu, avant qu'on entre dans le studio, la musique m'a apporté des réponses aux questions essentielles qu'on se pose dans la vie. Je voudrais savoir quelles sont ces questions, quelles sont ces réponses, mais très rapidement, parce que c'est quasiment religieux. Ouais, je vais aller vite. Oui, en effet, c'est quasiment religieux, parce que je pense que la musique est une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Et je me suis dit très très vite, quelle est notre place, notre fonction, notre nécessité dans la société aujourd'hui. Je crois qu'elle passe par le partage, je crois que chaque artiste est porteur d'une parole d'amour, et je crois que plus on transmet, plus on va mieux. Et c'est une possibilité de le mieux se connaître soi-même. Alors dimanche, concert anniversaire au Théâtre des Champs-Élysées, Verdi, Ravel, Berlioz. Pourquoi vous avez choisi ces trois compositeurs, si vous deviez qualifier chacun d'entre eux par rapport à ce qu'ils vous apportent ou ce qu'il est pour vous ? Alors, le premier, l'ouverture de la force du destin de Verdi, vous avez la réponse dans la question. Le destin, j'y suis confronté, je fais du rap en ce moment. Mon petit-fils, c'est la transmission. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à le guider vers la musique classique, alors que c'est un formidable pianiste de jazz, et ça devient un magnifique pianiste classique. Il va jouer le concerto en sol avec vous. Il va jouer le concerto en sol de Ravel. Quant à Berlioz, c'est le plus jeune compositeur novateur qui écrit la fantastique à 27 ans, 3 ans avant la naissance de Brahms, qui est le créateur du grand orchestre symphonique qu'on connaît aujourd'hui et qui nous apporte dans sa vision une idée totalement spatialisée et cinématographique dans sa musique. Pour l'Orchestre National de Lille, vous avez œuvré avec le soutien de Pierre Mauroy, vous l'avez développé, vous l'avez pris à un moment donné où il était voué à disparaître. Et vous avez connu, dans votre carrière de chef d'orchestre, vous avez connu le volontarisme politique quand il se met au service de la musique. Est-ce que ce volontarisme, selon vous, existe toujours en France ? Écoutez, ça dépend des régions, ça dépend des politiques, ça dépend de qui. Je m'honore, si vous voulez, cette région, je la connais très très bien et je l'aime profondément, la région des Hauts-de-France, d'avoir connu, en tout cas, au moins 3 présidents qui ont été très sensibles à l'idée de la culture, Pierre Mauroy, Daniel Percheron, Xavier Bertrand aujourd'hui. Et cette région est probablement, sinon la plus culturelle de France, une des plus culturelles, mais je pense que c'est la plus culturelle de France, avec ses 6 millions d'habitants et du redéveloppement de laquelle je crois avoir apporté quelque chose. On demande maintenant aux salles de concert, aux formations symphoniques, philharmoniques, de démocratiser la musique. Et parfois, ça devient une espèce de mot valise. Il faut qu'il y ait de la démocratisation, de l'accessibilité. Alors vous avez œuvré pour ça, mais en même temps, parfois, on va jusqu'à l'absurde, parce qu'il y a des gens qu'on force à aller voir de la musique et ils n'ont pas envie de l'entendre. Non, mais j'entends ça depuis 50 ans. Ouais. Je disais, il faut la démocratisation et tout ça. Bon, moi, je me suis dit, il faut simplement, et ce je crois profondément, que les artistes, et plus ils sont grands et plus ils ont de talent, se déplacent pour aller vers les gens et ensuite, éventuellement, les ramener dans les lieux de concert privilégiés. C'est ce que je me suis efforcé de faire. On dit, la musique, c'est élitiste. Oui, bien sûr que nous sommes élitistes, mais c'est l'élite du cœur. Et il y a autre chose que je veux ajouter, parce que vous ne me poserez peut-être pas la question. Je me suis occupé de beaucoup d'enfants au cours de ces 40 années. Il y en a qui sont venus à la musique parce que j'ai été jumelé avec des écoles de quartiers difficiles. Je les plaçais à côté de mes musiciens pour qu'ils comprennent que la pédagogie de l'erreur qu'on leur enseigne à l'école, nous l'appliquons tous les jours. On recommence jusqu'à ce que ce soit mieux, jusqu'à ce que ce soit bien. Et ils découvrent le désir de faire de la musique et ils comprennent que pour réaliser ce désir, seule la rigueur y parvient, mais la rigueur devient volupté pour l'accomplissement du désir. Dernière phrase, pardon, mais c'est important. Il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. On n'a pas le temps. Tout au long de votre carrière, Jean-Claude Cazetsu, vous avez mis la musique au service de certaines causes. Par exemple, en 2019, à Rabat, vous dirigez devant le roi du Maroc et le pape en présence de représentants des 3 religions. Quel souvenir vous en gardez et en quoi ça vous a semblé
utile et important. Non, mais ça, c'est un grand moment d'émotion. C'est le roi du Maroc a souhaité que je participe, en effet, avec l'orchestre philharmonique du Maroc à l'accueil du pape qui n'avait jamais mis les pieds au Maroc depuis 34 ans. Et c'était une grande émotion de voir non seulement ces deux souverains derrière moi, le roi et le pape, et d'avoir la possibilité de faire ce merveilleux Ave Maria de Caccini avec un imam qui chantait, une chanteuse juive, une chanteuse chrétienne, qui en l'occurrence était ma fille, et qui a aussi beaucoup de talent, et que je salue. Bonjour ma Caroline. Et elle a beaucoup aidé ses enfants, Thomas, avec qui je vais jouer, et David, qui est aussi un trompettiste merveilleux. Mais les moments importants, si c'est le sens de votre question, de ma vie, en effet, la musique m'a permis, outre le fait que j'ai dirigé dans 45 pays, mais d'être là, le premier à franchir le mur en 89 qui se levait à Berlin, qui a été un grand moment d'émotion, de pouvoir faire un concert avec la 9e de Beethoven dans le grand cimetière de Notre-Dame, à côté d'Arras, où il y a plus de 100 000 Français et Allemands qui se sont massacrés. On joue dans cet ossuaire immense, on joue cet hymne à la joie qui est un hymne d'espérance. J'ai joué dans le Chouf, le Requiem de Verdi, avec Simon Estes, Grace Bambry, entre autres, au milieu de gens qui se massacraient quelques années auparavant. Donc la musique est un formidable vecteur de fraternité et œcuménique. Voilà, je crois qu'on a beaucoup de chance, sans la subversion des mots, de pouvoir apporter cette formidable part de sensibilité. Vous avez joué en Iran quand vous étiez percussionniste, avant d'être chef d'orchestre. Que vous inspire la révolte des Iraniens et des Iraniennes, d'une partie du peuple iranien? Écoutez, c'est un peuple extraordinaire, c'est un peuple qui a une histoire classique, fantastique, avec des poètes, avec des musiciens, avec un désir absolu de liberté et de transmission. Et évidemment, je ne veux pas porter de jugement sur des politiques que je ne connais que de loin, mais ce qui nous apparaît, c'est que le peuple souffre énormément, et je souffre avec eux parce que c'est effrayant de ne pas vivre dans la liberté d'expression. Voilà, j'en dirai pas plus. Jean-Claude Cazetsu, on parlait de ces jeunes gens que vous avez mis à la musique. On est dans une époque où la distraction, la déconcentration des écrans éloigne les jeunes d'activités où ils peuvent se rassembler, se concentrer. Il y a quelque chose de miraculeux aujourd'hui de savoir que dans des orchestres, il y a des jeunes gens qui ont échappé à la dictature des écrans. Comment vous appréciez et analysez ce miracle? Écoutez, je trouve qu'en effet, il y a chez nos jeunes gens, dans les conservatoires, dans les écoles de musique, ce sont des creusets extraordinaires, parce que il y a une aspiration à un idéal, je crois, chez beaucoup de jeunes musiciens, de transmission de leur art. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir luire dans l'œil de l'autre l'émotion qui nous transporte. Et donc, la musique, c'est peut-être... je ne veux pas employer des grands mots, mais c'est peut-être une nouvelle religion, c'est peut-être une nouvelle voie vers d'abord la nécessité de se connaître soi-même. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de délinquance dans les écoles de musique, ça veut dire qu'il y a une aspiration vers une transcendance. Et je crois que ça, c'est peut-être une sauvegarde de notre vie. Et puis, il ne faut pas oublier que dans certains pays, comme la musique était jugée, très très, comment est-ce que je pourrais dire, presque perverse, on interdisait certains morceaux de musique et certaines façons de jouer. Donc un artiste peut pas vivre sans liberté, mais je veux dire que cette liberté, elle doit être au service de la transmission. Vous avez connu des révolutions technologiques en 90 ans, la cassette audio, le compact disque, le fichier MP3, aujourd'hui la musique en streaming. Si on met de côté la musique live qui est irremplaçable, quel est pour vous le meilleur support d'écoute de la musique? Écoutez, ça c'est très audacieux comme question, en tout cas. Vous avez vos chouchous quand même. Vous êtes plutôt vinyle, plutôt des CD? Non, je trouve que quelquefois le CD est un peu froid. Je trouve que le vinyle, et puis la technique Chardin, c'était formidable. Et vous savez, simplement 2 micros au-dessus de vous pour enregistrer dans le même sentiment que ce que reçoit le spectateur. Il faut pas truquer la musique. Il faut pas tout d'un coup avec les boutons s'amuser à mettre les trombones devant les violons ou les clarinettes derrière les grosses caisses. Quelquefois, il y en a qui se sont amusés à faire ça. Moi, je suis un fou du live. Mais évidemment, il faut avoir bien travaillé, mais j'ai enregistré quand même un certain nombre de symphonies de Mahler en live. Les 2 dernières, c'était alors un grand moment d'émotion. Le chant de la terre, mais surtout la seconde de Mahler que j'ai enregistrée en direct 8 jours après l'attentat du Bataclan. Et ça, Mahler disait « Je mourrai pour vivre », mais jouer la résurrection au moment de cette barbarie, j'avais pris la parole pour dire au public qu'en effet, on se coucherait pas
pas devant cette barbarie. Et j'avais fait jouer la Marseillaise debout par mes chers musiciens. Et je veux dire qu'on avait les larmes aux yeux. C'était vraiment très, très prenant. Jean-Claude Casadesus, beaucoup de dirigeants, d'hommes d'entreprise nous écoutent, de managers, comme on dit. Qu'avez-vous appris sur le management des hommes et des femmes durant toute cette carrière ? Oui, très bonne question, très bonne question. Merci de me l'avoir posée. La psychologie, l'exigence, envers soi-même d'abord, et la transmission de cette exigence. Et je crois que tous les enfants dont je me suis occupé, je vous disais tout à l'heure, quand ils comprennent que pour la réalisation du désir, il n'y a que la rigueur qui convient, et la rigueur, c'est le chemin vers la liberté. La liberté sans rigueur, c'est l'anarchie. Une dernière question, vous dites souvent la musique c'est le respect des valeurs. Quelles valeurs avez-vous défendues tout au long de votre carrière ? D'abord l'éthique. J'ai 2 ou 3 devises qui m'ont inspiré dans la vie. Un projet, une éthique, la durée. Le projet, c'est un grand développement pour les citoyens de tous ordres, des plus favorisés aux plus démunis. L'éthique, c'est on pourrait rien faire sans fonds publics. Donc on a une nécessité de respect vis-à-vis des fonds publics. Et la durée, c'est la valeur sans laquelle les 2 premiers paramètres ne se développeraient pas. Jean-Claude Casadesus, merci. Je rappelle que vous dirigerez l'orchestre Colonne dimanche à 18h au Théâtre des Champs-Élysées avec un programme de rêve, l'ouverture de la force du destin de Verdi, le concerto en sol de Ravel avec au piano votre petit-fils Thomas Henko et la symphonie fantastique de Berlioz. Une dernière question avant que vous partiez. Avez-vous déjà songé au programme musical de votre centenaire ? Écoutez, si Dieu me prête vie, je ne sais pas. Mais enfin, peut-être l'Ode à la joie.